Alors on enchaîne tout de suite avec notre troisième intervenant, Monsieur Meir Benayoun, qui est représentant francophone du parti politique Otzma Yehudit, pour réagir à cette interview donnée par ma collègue Rachel Haddad la semaine dernière avec l'historien Jean-Pierre Filu. Alors dans son livre, Monsieur Filu qui a été publié récemment, Jean-Pierre Filu prétend être allé à Gaza pendant 1 mois et témoigne ce qu'il aurait vu, vécu et entendu. Pour réagir à ces propos, nous recevons justement Monsieur Meir Benayoun. Meir, bonsoir, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Bonsoir Shirley, c'est un honneur pour moi de parler après Michel Gad Volkovitch. J'aurais souhaité d'ailleurs lui dire bon shalom. Écoutez, vous pourrez après l'émission. Alors avant même d'aborder les propos de Jean-Pierre Filu sur nos ondes, vous affirmez qu'il n'est jamais entré à Gaza et que l'ensemble en fait de son livre repose donc sur un mensonge. Pourtant, Jean-Pierre Filu affirme y être entré avec l'autorisation des autorités israéliennes, en coordination avec l'organisation des Médecins sans frontières et l'ONU. Sur quoi vous appuyez-vous pour contester cela? Quelles sont vos preuves? Écoutez, Jean-Pierre Filu est un spécialiste, un arabisant, un spécialiste de la Syrie. Et il a écrit des livres sur la Syrie, sur ce qui s'est passé là-bas. Alors, quand vous ne connaissez pas Jean-Pierre Filu, vous le voyez pour la première fois dans les médias, vous l'entendez parler sur la Syrie. Il a donné des interviews au début des années 2010, 2013, 2014. Vous faites Jean-Pierre Filu, Syrie. Vous faites la recherche sur Google, je l'ai devant moi. Vous allez à la 3e catégorie, il a marqué images. Et là, vous voyez des tas d'images, vous voyez d'ailleurs les titres de ces livres, et vous voyez des photos de Jean-Pierre Filu en Syrie, notamment à Alep. Des fois, il est tout sourire déployé, avec en background des destructions apocalyptiques, comme il y en a d'ailleurs dans la bande de Gaza. Et vous voyez que c'est quelqu'un qui connaît la Syrie, qui est arrivé là-bas. Vous écoutez ses diverses interviews au hasard. Il parle savamment de la Syrie. D'ailleurs, il a soutenu en Syrie, c'est intéressant de savoir ce qu'il appelle les forces de l'intérieur contre les forces de Assad. Et il avait l'air même de regretter dans une interview qu'il a accordée à Academ. C'est étonnant que quelqu'un comme lui a été interviewé par Academ par un journaliste qui s'appelle Steve Jourdain, qui était le spécialiste de société israélienne à Academ, dans le site de la communauté juive. Dans cette interview que Jean-Pierre Filu a accordée en 2019, je rappelle que le sujet c'était main basse sur Israël, fin du rêve sioniste, en parlant de Netanyahou. Vous voyez déjà la tendance. Main basse sur Israël, en parlant d'un Premier ministre qui a été publicité, qui l'est toujours d'ailleurs. On peut ne pas être d'accord avec ce Premier ministre, mais parler de main basse pour Israël, on aurait pu dire main basse sur la Syrie par le président Assad, qui était à la 8 et qui a imposé son pouvoir sur la majorité sunnite. Là, effectivement, il y avait bien main basse. Mais en Israël, main basse, dans une démocratie, c'est quelque chose d'assez c'est une escroquerie intellectuelle, dans le meilleur des cas. Dans cette interview, donc, j'en reviens à cette interview sur Academ, Jean-Pierre Filu reproche à Netanyahou quelque chose avec lequel on aurait pu comprendre à l'époque, en 2019, qu'il a tardé à comprendre la menace que constituait le régime de Assad. Le régime de Assad qui s'était lié à l'Iran. Ce qu'il déplorait, c'est que Netanyahou était trop rivé sur le danger iranien et n'était pas assez sur ce qui se passait en Syrie. Jean-Pierre Filu était donc un opposant au régime syrien, au régime d'Assad. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière, où la Syrie a été complètement démantelée, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire quand Netanyahou a fait, après le coup des Vipères, où le Hezbollah, qui soutenait le régime syrien, a été démantelé, les forces de l'intérieur, telles que les appelle Filu, c'est-à-dire ce sont des islamistes, des sunnites, qui représentent probablement la majorité sunnite en Syrie, ont pris le pouvoir. Et on voit d'ailleurs les massacres abominables qui sont en train de perpétrer actuellement même avec les Druzes. Donc selon Jean-Pierre Filu, Netanyahou, qui libère la Syrie de Assad,
il peut pas féliciter ce Netanyahou. Il peut pas s'en féliciter. Non. Pourquoi? Parce que Filiu n'est pas un historien qui n'a qui n'a aucune opinion. En fait, il s'agit d'un propagandiste anti-israélien, certes subtil, mais anti-israélien, même à la limite, au seuil même de l'antisémitisme. Je ne m'aventure pas trop à le soutenir. Et je prétends la chose suivante. Je vous ai parlé de Filiu en Syrie, où on peut aisément voir ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait en Syrie. On voit des photos de lui où il est tout sourire. Et par contre, quand on va faire maintenant Jean-Pierre Filiu Gaza, sur Google, je vous invite à le faire, vous allez faire maintenant image, il n'y a pas une seule photo, une seule vidéo de Jean-Pierre Filiu à Gaza. Alors, je n'affirme pas à mordicus que Jean-Pierre Filiu n'a pas mis les pieds à Gaza tel qu'il le prétend au mois de décembre et janvier dernier. Je dis que cela porte vraiment à caution, parce que si on n'est pas capable de produire une seule photo, surtout aujourd'hui avec les smartphones, ou une seule vidéo, c'est qu'il est probable qu'on n'était pas à Gaza. Et quand on entend Philippe parler de Gaza, ou dans l'interview qu'il a accordée à Rachel Hadan, il affirme qu'il n'a entendu aucune personne parler avec de la haine de Gaza, qu'il n'a parlé. C'est invraisemblable. C'est tout simplement un mensonge éhonté. Toute la bande de Gaza entière, c'est une entité qui est par essence même anti-israélienne. C'est toute l'essence de Gaza. La bande de Gaza n'est pas d'essence en elle-même. Elle n'a même pas d'unité ethnique ni quoi que ce soit. La plupart des gens qui sont dans la bande de Gaza, ils sont arrivés après 67. Il est à rappeler qu'en 1967, il y avait seulement 200 000 personnes à Gaza. Et aujourd'hui, ils sont 1 500 000 à peu près, pas 2 millions comme on dit. Et le chiffre est faux. Oui. Et la plupart, d'ailleurs, les noms de famille l'indiquent. Vous avez des Masri, vous avez des familles qui viennent, qui pour la plupart viennent de l'Égypte. Pourquoi des Égyptiens seraient venus dans la bande de Gaza si c'était un tel enfer? Il se trouve qu'en 67, Tzahal a libéré les terres d'Israël anciennes, dont la bande de Gaza, la Judée-Samarie, le Golan, Jérusalem, le Sinaï. Et la bande de Gaza a connu une période où il y avait du terrorisme qui a été maté en 1971. Et à partir de 71, Israël s'est dit, au lieu de faire la guerre contre Gaza, on va leur proposer de travailler en Israël. Et il y a eu à l'époque une embellie économique extraordinaire dans la bande de Gaza, ce qui a attiré énormément de monde de l'extérieur. C'est comme ça que la bande de Gaza est devenue surpeuplée. C'est Israël qui a permis à ce que la bande de Gaza ait une embellie économique dans les années 70 et 80. Moi, j'étais ici je suis arrivé en Israël en 78. On se rappelle que dans les années 80, vous aviez des équipes de maçons, de plombiers, de tous ces métiers qui venaient en Israël travailler et qui étaient payés en devises israéliennes et selon des salaires israéliens. Ça a été un développement extraordinaire. À Gaza, beaucoup d'Israéliens venaient faire leur marché. On venait se balader à Gaza, comme on se balade aujourd'hui à Jérusalem ou à Tel Aviv. À Gaza a connu une embellie. Vous avez des voyages d'écoliers qui avaient été effectués dans les années 70. Vous pouvez voir ça une fois. Une école de Beersheva qui a rencontré une famille Abu Khatsera à Gaza. C'est une famille qui avait pratiquement le monopole de la pêche dans Gaza. Ils avaient un restaurant. Alors on s'est dit, pourquoi une famille de Gaza qui s'appelle Abu Khatsera, du nom de la grande famille des kabbalistes du Maroc, Abu Khatsera. Je trouve que cette famille, c'était une famille égyptienne, dont l'une des femmes n'avait pas d'enfants. Et ils ont été priés sur la tombe de Rabbi Yaakov Abu Khatsera, à Damen-Horo, celui qu'on appelle Abir Yaakov. Et après cela, ils ont eu une fertilité. Et par reconnaissance, cette famille arabe a adopté le nom de Abu Khatsera. Et dans les années 70, un grand rabbin de la famille Abu Khatsera a voulu les rencontrer, à savoir si ce sont peut-être des juifs qui se sont convertis à l'islam. Ils ont découvert l'histoire que je viens de vous raconter. C'était ça la bande de Gaza. Jean-Pierre Filiu a prétend dans cette interview
avoir écrit le seul livre sur l'histoire de la bande de Gaza. C'est un mensonge énorme. Il y a plusieurs livres. J'en connais personnellement un que je dispose. C'est Asa Me'azou Ultamid, qui a été écrit en hébreu par Israël Shapira et qui raconte l'histoire juive de Gaza. Gaza, c'est une histoire juive, c'est une région juive. On le voit d'ailleurs sur la carte d'Israël. C'est une bande de terre qui rentre dans la terre d'Israël et on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Je le dis. J'aurais souhaité d'ailleurs en débattre avec Jean-Pierre Filiu, mais comme beaucoup d'universitaires comme lui, en général, il se défile de débattre avec des gens qui connaissent bien leur histoire. La bande de Gaza, c'est une histoire juive, on ne peut pas l'occulter. Depuis Bereshit, la tradition juive, la tradition de nos maîtres, raconte que Isaac, notre ancêtre, notre patriarche, n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Or, Isaac a résidé assez longtemps dans la bande de Gaza, dans un lieu qui s'appelle Guérar. Guérar, aujourd'hui, c'est Djebalia. Donc, si Isaac n'est pas sorti d'Eretz Israël et qu'il était dans la bande de Gaza, à Djebalia, à Guérar, tel que le dit le texte biblique, c'est que la bande de Gaza, c'est Eretz Israël. Ça fait partie de notre patrimoine. On ne peut pas parler d'une bande de terre. Vous savez, vous êtes à Jérusalem en ce moment, Shirley, oui, là d'où vous m'appelez. J'habite à Jérusalem. Vous êtes de J'appelle de Jérusalem, mais vous, j'habite aussi à Jérusalem. Voilà, ça veut dire que de chez vous jusqu'à l'extrémité de la bande de Gaza, il y a exactement 70 kilomètres. Oui, c'est vrai. Ouais. De Tel Aviv à la bande de Gaza, à l'extrémité la plus proche de Tel Aviv, à vol d'oiseau, 64,5 kilomètres. C'est tout. C'est une bande de terre très étroite qui a été transformée en base militaire contre Israël. Vient maintenant Jean-Pierre Filiu. Il vient avec une équipe de MSF. Impossible à vérifier s'il est rentré ou s'il est rentré en Israël. Impossible. J'ai essayé de voir. C'est pas mais il n'y a aucune trace de sa présence en Israël. Ok ? Il est rentré donc avec une délégation de MSF. Hein. Et le problème, c'est que MSF a un passif plutôt pas du tout glorieux. Hein. Vous avez deux anciens secrétaires de MSF, un certain Richard Rossin, qui parle, je le cite, question humanitaire, : le comportement de Médecins sans frontières à Gaza est effarant. Beaucoup devraient être poursuivis pour complicité de crimes contre l'humanité. Vous avez l'un des patrons de MSF, qui n'est autre que Ronnie Brauman, un antisioniste qui est né en Israël, d'une famille d'ailleurs, sa famille le rejette, sa famille a été effarée. Vous avez un autre secrétaire de MSF qui s'appelle Alain. Attendez, je retrouve son nom. D'Alain Destex. Ça s'écrit Destexhe. Alain Destex parle que beaucoup des employés de MSF se sont identifiés avec la date du 7 octobre, le lendemain même, si vous voyez leur compte sur Facebook. Et vous avez donc Jean-Pierre Filiu qui arrive comme ça, la gueule enfarinée, qui nous dit j'étais avec MSF, on a fait de l'humanitaire, mais qui c'est MSF ? MSF était de connivence avec le Hamas. Elle est toujours d'ailleurs. Mais si comme vous le soutenez, le livre de Jean-Pierre Filiu relève de la désinformation, quel en serait selon vous le but ? Le but, c'est simplement que vous pouvez voir toute l'œuvre toute l'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre. Jean-Pierre Filiu fait partie de... Vous n'avez pratiquement que des antisionistes dans l'université française qui se spécialisent dans les études arabes, la plupart du temps. Vous avez ou ceux qui vont parler du Moyen-Orient. Il y en a un autre qui s'appelle Vincent Lemire. Et Jean-Pierre Filiu et Vincent Lemire, ces deux lurons ont donné d'ailleurs des conférences en France. Le lendemain du 7 octobre, et puis la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, à part dénoncer le massacre, mais une dénonciation de convenance, ce sont des gens qui n'ont pas arrêté de casser du sucre sur Israël, sur l'État d'Israël. Alors, sur l'opération israélienne. Je veux dire, Jean-Pierre Filiu parle, il essaye comme ça de façon un peu sophistiquée, insidieuse, je dirais même, c'est surtout insidieux, de dire qu'Israël
est tombé dans le piège du Hamas en initiant l'opération dans la bande de Gaza. Mais le piège qui a été tendu à Israël, c'est la conception qui a fait qu'on n'a pas été suffisamment prudent, suffisamment en alerte sur ce qui se passait dans la bande de Gaza. Jean-Pierre Filiu dénonce les destructions qu'il y a dans la bande de Gaza. Il affirme qu'il n'a jamais rien vu de pareil. Mais il a été en Syrie, il y a eu pire en Syrie. Et les gens en Syrie, ils étaient exécutés à bout portant, aussi bien par les militaires de Assad, aussi bien que par les opposants syriens. Ils ont perpétué des massacres volontaires comme ils le font actuellement avec les Druzes. Israël n'a jamais rien fait de tel il parle de guerre inhumaine, humanitaire. Vous connaissez une guerre qui est humanitaire? Vous avez aujourd'hui, qui lui parle de 50 000 victimes dans la bande de Gaza. C'est son chiffre, c'est le chiffre. Je ne veux pas discuter avec ce chiffre. Parmi ces 50 000 victimes, vous avez entre 25 000 et 30 000 terroristes du Hamas. Ça veut dire que dans ce type de conflit, alors que dans des conditions comme il y en a eu nulle part ailleurs, avec tout un système souterrain, un métro, vous avez 800 km de tunnels, quelque chose vous n'avez rien de comparable, ni en Irak, ni en Syrie, ni en Afghanistan, où il y a eu des armées occidentales qui se sont mesurées avec le terrorisme de Daesh ou avec Al-Qaïda. Vous n'avez rien de comparable. Vous avez un rapport de 1,2 à 1,3 victimes collatérales pour un terroriste éliminé. C'est le taux le meilleur au monde. À Raqqa et à Mossoul, ce taux-là où il y a eu des frappes aériennes auxquelles l'armée française a participé, de 2014 jusqu'à 2019, le taux était de 5 victimes collatérales pour un terroriste de Daesh éliminé. Vous croyez que l'armée française, que les Rafales, ils ont prévenu la population civile avant de faire leur frappe aérienne? Vous croyez que l'armée américaine, elle a envoyé des tracts à Mossoul ou je ne sais où, ou en Irak avant? Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai découvert ça par hasard, justement, en traitant ce dossier, que jusqu'à présent, l'armée française ne reconnaît même pas avoir fait de victimes collatérales à Raqqa et à Mossoul, alors que le taux était de 5 victimes collatérales pour un terroriste éliminé. On parle de guerre inhumanitaire. Est-ce qu'il est venu, Jean-Pierre Filiu, prendre ces airs de quelqu'un qui a vu quelque chose de sans précédent, quelque chose d'apocalyptique? On ne le voit pas. La conclusion qui s'impose, c'est que Jean-Pierre Filiu est un propagandiste anti-israélien. Il fait dans l'escroquerie intellectuelle, comme beaucoup de ses collègues. Et à cet égard, je voudrais simplement une information qui m'est arrivée aujourd'hui. Il y a une doctorante française, non juive, qui a essayé de dénoncer un peu cette attitude de ses professeurs, notamment. Elle a dénoncé Vincent Lemire. Elle s'est fait mettre dehors lors d'une conférence où elle a essayé de le confondre, Vincent Lemire, qui est un ami intime de Jean-Pierre Filiu, et elle a été obligée d'abandonner son projet de doctorat. Elle devait faire un doctorat sur le sionisme, d'ailleurs, cette jeune femme. C'est l'ambiance qu'il y a aujourd'hui en France. Oui. C'est une ambiance d'inquisition sous couvert de connaissances universitaires. C'est tout. Alors vous avez Filiu, vous avez Lemire. Moi, je les ai tous invités à débattre avec moi. Il y en a zéro qui est prêt à débattre avec moi. Pourtant, cet individu a été interviewé par vous. Vous pouvez d'ailleurs, je vous invite à écouter ses interviews sur Al Jazeera et ailleurs, vous verrez qu'il n'a pas tenu tout à fait le même langage que vous. Il est en train de maintenant, il dit ce qu'on a fait dans la bande de Gaza, c'est quelque chose qui est sans précédent. Il n'y a pas de précédent au niveau opérationnel. Et je vous invite à écouter tous les débats, toutes les interviews auxquelles il a participé depuis le 7 octobre, et vous serez édifiés. Et je regrette de ne pas avoir pu, avant jeudi dernier, avoir pu parler avec vos services. Je vous aurais conseillé quelles questions lui poser. Mais il a pu, comme vous n'étiez pas au courant de quel personnage il s'agit, vous n'avez pas pu le faire. Je suis d'ailleurs effaré qu'en Israël, il y a une maison d'édition qui est prête à éditer son livre. C'est hallucinant, c'est ahurissant. C'est simplement donner expression aux plus grands anti-israéliens
Et ce sont des gens, il faut le répéter, qui entretiennent, qui nourrissent la vague d'antisémitisme violent, brutal, qui s'abat aujourd'hui sur le judaïsme de France. Il faut bien... Jean-Pierre Filiu travaille à Sciences Po. Sciences Po, c'est devenu l'un des foyers de l'antisémitisme universitaire en France. Oui, avec des gens comme ça, avec des gens comme ça qui ont fait des conférences sur la situation au Moyen-Orient, on n'a pas de quoi être étonné. Meir Benayoun, excusez-moi, on va devoir mettre fin à cette interview car dans 5 minutes, je dois rendre l'antenne. Merci infiniment pour vos explications sur le sujet et pour nous aider à démanteler en effet le vrai du faux. C'est important d'entendre aussi votre voix et elle est tout à fait légitime. Je rappelle que vous êtes représentant francophone du parti politique. Je n'ai pas parlé en tant que représentant francophone de Otzma Yehudit. Là, j'ai parlé en tant qu'activiste sioniste de l'Alliance de France. Avec d'autres, il y en a d'autres qui sont avec moi, je ne suis pas le seul, et ils ne sont pas tous de Otzma Yehudit d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Merci. Je n'ai pas parlé en tant qu'Otzma Yehudit. Et j'en profite, je mets au défi donc Jean-Pierre Filiu de débattre avec moi. Et s'il se sent diffamé par ce que je viens de dire, alors je l'invite à déposer une plainte pour diffamation au tribunal de grande instance de Jérusalem, au 40 rue Zlach Adin. Écoutez, on lui enverra cette interview à Jean-Pierre Filiu. On verra comment il réagira, s'il réagit. Meir Benayoun, merci infiniment. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On espère vous retrouver bientôt sur nos ondes. C'est toujours un plaisir. Au revoir.